sera beau, ce sera la terre. Il n'y aura plus de militaires. Il n'y aura plus de désert. Il n'y aura plus jamais de guerre. Les gens de tous les pays, jaunes, noirs et blancs unis, en se tenant par la main, auront supprimé la faim. Ce sera beau, ce sera la terre. Il n'y aura plus de militaires. Il n'y aura plus de désert. Il n'y aura plus jamais de guerre. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes heureux de vous retrouver dans cette nouvelle émission francophone qui s'adresse aux quatre coins du monde, CAMA, Canada, Québec, Europe et Océanie. Bienvenue à toutes et tous. Alors, c'est une émission en 10 épisodes où nous présentons un nouveau modèle politique qui a pour objectif de faire de la planète un paradis pour tous les humains sans exception. Et ce modèle politique s'appelle le paradisme. Alors, les 5 piliers du paradisme sont l'amour, le progrès, le partage, la guidance humanitariste et le bonheur. En avril et mai, nous avions évoqué le premier pilier, l'amour. Et vous pouvez voir ou revoir ces interviews sur notre chaîne YouTube, Les Ambassadeurs du Futur. Nous allons passer maintenant au deuxième pilier du paradisme, qui est le progrès scientifique et technologique, progrès social, politique et sociétal. Mais d'abord, en quelques mots, d'où vient cette idée du paradisme? Alors, elle a été amenée par Raël. C'est un modèle de société qui nous est proposé par une civilisation pacifique extraplanétaire qui, depuis plus de 25 000 ans, le pratique avec succès. Cette civilisation extraplanétaire s'appelle les Elohim, en hébreu ancien, qui signifie ceux qui sont venus du ciel. Dans le message que les Elohim ont donné à Raël, ils nous révèlent qu'ils ont aménagé la Terre pour pouvoir y créer toutes les formes de vie que nous connaissons, et même celles qui ont disparu. Donc ça va de l'organisme monocellulaire jusqu'à l'homme qu'ils ont fait à leur image et à leur ressemblance. Et ceci grâce à leur parfaite maîtrise de l'ADN et des techniques avancées de génie génétique qu'ils avaient développées dans leur expérience scientifique. Nos ancêtres qui sont sortis de ces laboratoires et leurs descendants qui assistaient à tous ces prodiges scientifiques que les Elohim manifestaient entre eux, ne pouvant comprendre cette science avancée, les ont pris pour des dieux et ont transmis au fil des millénaires, par la voie orale ou dans les Écritures, par exemple la Bible, cette idée de Dieu avec le langage de leur époque. Aujourd'hui, après ces milliers d'années de parcours sur Terre, plus précisément depuis 1945, et notamment Hiroshima et Nagasaki, où l'homme commence à maîtriser la matière, mais hélas, il s'en est servi négativement en 1945, les humains entrent dans une ère scientifique, celle de l'apocalypse, l'ère de la révélation. Alors, avec cette science, nous pouvons déchiffrer le langage ancestral de nos aïeux et comprendre, premièrement, qui étaient ces êtres venus du ciel, deuxièmement, leurs prodiges, qui n'étaient que scientifiques et non divins, et troisièmement, l'accompagnement de nos créateurs dans notre développement sociétal, parce qu'ils nous ont envoyé en effet des prophètes, une quarantaine, hommes et femmes, selon les besoins de la planète. Et ces prophètes, qui avaient pour mission de transmettre aux humains des messages de paix, d'amour et de progrès moral, avaient aussi en charge de préparer les hommes à franchir les étapes dans leur progression et aussi d'annoncer la venue des futurs guides. Et le dernier prophète, aujourd'hui, c'est Raël. Depuis 1973, il est chargé de préparer l'humanité à accueillir les Elohim, à révéler la réalité de nos origines et à faire entrer l'humanité dans une ère nouvelle de connaissances et de technologies, nous ouvrant ainsi les portes des civilisations hautement avancées de l'univers infini. Une partie centrale de la mission raélienne, c'est la construction d'une ambassade pour accueillir les Elohim sur Terre. Et cette ambassade symbolise la coopération et l'alliance future entre l'humanité et ses créateurs extraplanétaires. Cette ambassade représente également l'aspiration à un monde unifié où toutes les nations collaborent pour le bien commun, marquant ainsi un progrès significatif vers une civilisation mondiale harmonieuse. Le paradisme, c'est donc un modèle de société qui peut amener cette unification des hommes sur toute la planète, à condition, rappelons-le,
de nous appuyer sur ces 5 piliers incontournables dont nous avons parlé, l'amour, le progrès, le partage, la guidance humanitariste, qui doivent amener au final le bonheur chez tous les êtres humains. Donc, comme je vous le disais, aujourd'hui, nous allons aborder ce deuxième pilier qui est le progrès. Et je vais maintenant laisser la parole à Jean-Pierre qui va développer ça avec nos invités. Jean-Pierre. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Eh bien, j'espère que tout le monde va bien, que la semaine a été bonne. Effectivement, ce que nous annonce Marilyn nous illustre en fait par ses propos sur l'histoire du paradisme, ce que c'est que le paradisme et ce que c'est à en devenir. Eh bien, c'est quelque chose qui est fantastique. C'est un deal extraordinaire qui est offert à l'humanité aujourd'hui. Et je pense à la jeunesse, aux jeunes entre, je ne sais pas moi, 15 ans et 78 ans. Il y a énormément à faire. On a un monde extraordinaire à transformer, à changer. En France, par exemple, demain, il y a des élections qui vont mettre en place enfin des nouveaux gouvernements et autres. Ça va être très amusant. Bon, pardonnez-moi l'expression, mais je me marre quand je vois un petit peu la comédie que l'on voit. J'ai hâte qu'une majorité d'individus sur la Terre commencent à comprendre que il y a un monde qui est à changer. Pourquoi un monde est à changer? Il faut savoir quelque chose qui est extraordinaire. À chaque nouveau mode de production, je parle bien de production, ça, il correspond à cela, à un nouveau système de société. C'est automatique. Hein. C'est comme ça que ça se passe. On a eu l'ère donc primitive, hein, où c'était les cueilleurs et puis les chasseurs. Ensuite, il y a eu les villages qui se sont instaurés. Il y a eu en fait des chefs de village, de l'agriculture qui s'est mis en place, un monde, comment dire, d'élevage, des chefs de guerre qui se sont installés pour protéger les villages contre les pillards. Ensuite, il y a, comment dire, un autre système, c'était donc les échanges qui se sont faits entre villages, un autre mode donc de production et de société, et les gens ont suivi et ça a fait bouger la société. Ensuite est arrivée une autre forme, c'était l'industrie. Hein, l'industrie est arrivée, c'est encore été un nouveau mode de production et aussi un nouveau mode de société. L'informatique a suivi. Hein, et ça a été la même chose. Entre-temps, il y a eu la finance qui s'est aussi installée et qui a fait notre monde aujourd'hui avec une société financière et pour nous, citoyens, des comportements qui vont dans ce sens-là. Donc, ce que je veux tracer vraiment dans ce que je dis, c'est que à chaque nouveau mode de production, la société se transforme et change. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui se passe, il y a l'intelligence artificielle, les ordinateurs, les nanorobots, tout cela arrive et il faut s'attendre, se préparer à un nouveau mode sociétal. Et on est en plein dedans. Et les gens des systèmes présents qui voient leur fonctionnement simplement sur le passé ben, vont être dépassés, complètement dépassés. Et c'est à nous à prendre conscience de tout cela, hein, et de voir ce présent tel qu'il est là avec tout ce qui est en train de se mettre en place. Et puis, il y a cette projection sur le futur, mais un futur très proche, parce qu'on rentre dans le phénomène de la singularité, c'est-à-dire où la science, la technologie double ses capacités pratiquement toutes les semaines, mais même plus, hein, bien plus vite. Et si bien que je connais des scientifiques dans mes cercles d'amis qui me disent, il y a tellement d'informations qui arrivent qu'on ne sait plus quoi en faire. On est dépassé par tout ce qui est en train d'arriver. Ça veut dire que cette société est en train de bouger à une vitesse fulgurante et l'humain n'est pas nécessairement encore prêt parce que pas averti. Les religions ne l'avertissent pas, les sociétés philosophiques ne l'avertissent pas et les politiques encore moins. Notre émission, ben, elle est là pour vous donner un petit clin d'œil et puis vous demander de faire un petit coucou sur le aujourd'hui tremplin de ce futur qui arrive à une vitesse fulgurante pour vous y préparer. Quelqu'un me disait il n'y a pas longtemps, un statisticien, avant 8 ans, eh bien, il y aura plus de 85% de chômeurs sur la planète. Il faut s'y attendre. Il se passe des choses. Et c'est ça, cette société doit se transformer. Alors j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir 3 personnes qui vont nous parler justement de cette projection, de ce progrès qui est en train d'arriver. On va faire ça en 2 étapes, c'est-à-dire une première étape ce mois-ci, puis une deuxième donc le mois prochain, le dernier samedi du mois, comme d'habitude. Donc le progrès, on va le traiter en deux aspects. Donc, qui sont nos invités? Ben, c'est des grands spécialistes, je dirais, de la vie de tous les jours, dans leur profession, leur métier, puis aussi dans leur action philosophique. Donc, tout d'abord,
Ben, Yaoukoussa, j'écorche pas ton prénom, hein, qui est donc évêque raélien, qui est de Kama. Enfin, Kama, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'Afrique, hein, le continent africain, et qui ben, va nous parler un petit peu à sa vision donc de ce progrès qui arrive à une vitesse fulgurante dans le paralysme avec l'œil de Kama. Et même l'œil de la planète entière, hein, ça je lui laisse l'étendue totale. Ananta, lui aussi, qui est donc dans le mouvement raélien, cadre dans le mouvement raélien, et qui, de profession, lui, il est dans le monde de la santé. Alors, je ne sais plus comment il m'a dit de dire, et il est naturopathe, je crois, hein, qui va nous parler lui aussi avec sa vision donc ben, sociale, je dirais, mais tout en restant dans l'aspect progrès. Hein, il va nous parler un petit peu de ce qu'il voit, comment il voit en fait ce monde qui arrive. Et puis on aura Milov qui n'est peut-être pas encore arrivée parce qu'elle doit traverser l'Atlantique. Et je ne sais pas si elle vient à la nage ou en bateau ou par Internet, mais enfin elle va arriver certainement dans le courant de la séance. Voilà, on est là ensemble pour 50 minutes et puis j'espère qu'on va bien profiter de tout ça, s'amuser. Qu'est-ce que tu nous fais, Ananta? Ah oui, merci. Bien, ben, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Le paradisme, c'est quelque chose, Marilyn nous l'a annoncé de manière extraordinaire. Et le progrès, ben, c'est orienter, organiser la recherche, le progrès scientifique, technologique, le côté sociétal, mais le sociétal, on le verra le mois prochain. Mes amis, comment, qu'est-ce qu'on peut dire? Que pouvez-vous évoquer à propos donc, de ce développement technologique? Quel est le constat? Et puis, qu'est-ce qui se passe pour nous humains dans ce bouleversement qui est en train de se produire hein, devant nous et on n'en est pas toujours conscient. Le paradisme est là pour aider. Le progrès, comment le voyez-vous? Je vous laisse la parole. Parlez-nous un peu de ce progrès. Vous que ça, si tu veux bien démarrer. Ok, merci bien, Jean-Pierre. Merci bien. Bonjour à tous. Alors, en tout cas, je suis très à l'aise donc de parler de ce sujet parce que, en tant que Raélien, nous disons toujours que nous avons pour mission de démystifier les religions traditionnelles, mais également de spiritualiser la science. Spiritualiser la science, donc faire en sorte qu'elle serve au bonheur des populations et non pas à nous faire la guerre, à détruire le maximum de vie comme nos dirigeants se plaisent à le faire. Donc, la technologie a toujours été un moteur de changement dans notre monde. Au cours des dernières décennies, on a eu vraiment beaucoup d'avancées scientifiques et technologiques qui ont bouleversé, qui ont changé en tout cas de manière, on dit ça, très, très substantielle, hein, très remarquable, tous les aspects de la vie humaine. Euh, alors, je suis rentré de province là, je suis rentré de province cette semaine et ça m'a fait penser à ça. Tous les villages se construisaient le long des cours d'eau, en tout cas là où il y a des points d'eau. C'est là-bas qu'on construisait des villages. Et c'est avec la technologie, donc comment on dit ça, la mobilisation des ressources en eau, qu'on a pu construire des villes, même loin des points d'eau, parce qu'aujourd'hui, on sait comment prendre de l'eau d'une rivière, d'un fleuve, pour les amener euh, des kilomètres plus loin. Et donc, ça conforte ce que Jean-Pierre disait tout à l'heure, qu'à chaque euh, niveau scientifique et technologique correspond une société donnée. Voilà. Et nous, aujourd'hui, nous vivons donc dans une société qui a plein de découvertes scientifiques dans tous les domaines, mais on ne peut pas donc rester dans un fonctionnement qui vient du Moyen Âge, qui vient voilà, de l'Antiquité, aussi bien au niveau d'organisation sociale, au niveau de la société, au niveau des constructions, au niveau de l'habitat, et tout ça, ça doit évoluer en même temps. Alors, donc, je prends le cas, enfin, un truc un peu bête, mais aujourd'hui, nous sommes en train de faire de l'exploration spatiale. Donc, on a beaucoup de vaisseaux spatiaux aujourd'hui que la Terre est tentée d'envoyer, qui vont dans l'univers, des vaisseaux spatiaux qui font le tour de la planète, un certain nombre de fois, 5 fois, 10 fois le tour de la planète. Et j'étais bien en train de me demander, mais un musulman
qui serait dans ce vaisseau spatial aura du mal à faire ses 5 prières quotidiennes tout en se tournant vers la Mecque. Un vaisseau spatial, un vaisseau spatial qui tourne autour de la Terre. Et comment le musulman fait pour faire ses 5 prières quotidiennes? Déjà, faut vaincre le décalage horaire. À mesure qu'on est en train de tourner, donc, il faut vaincre le décalage horaire. Et ensuite, il faut se tourner vers la Mecque. Donc, pas évident. Il faut dire que toutes ces religions, toutes les structures qui ont été, que nous avons héritées du Moyen-Âge ou de l'Antiquité, tout ça, doivent évoluer pour se mettre en conformité avec l'évolution scientifique et technologique. Et aujourd'hui, le message raélien, le message des Elohim, nous permettent cette adéquation-là. Alors, tout à l'heure, donc, Jean-Pierre parlait des élections qui vont avoir lieu en France et tout ça. Mais en même temps, la science aujourd'hui nous a mené les codes à barre. Donc, on peut aujourd'hui identifier tous les citoyens d'un pays ou de la planète, on peut les identifier sans ambiguïté. Parce qu'aujourd'hui, chacun a un numéro de téléphone. Donc, bon, sauf dans des pays un peu merdiques, mais en général, quand on appelle un numéro de téléphone, on tombe sur la personne. Donc, on peut identifier les individus euh, de façon unique, sans ambiguïté. Voilà. Et donc, on n'a plus besoin, puisque nous sommes en train de vanter la démocratie, mais donc, on n'a plus besoin d'élire des dirigeants ou des lois, de voter des lois en passant par des intermédiaires. Donc, on n'a pas besoin d'Assemblée nationale, on n'a pas besoin de Sénat. Le peuple peut voter directement les lois qui sont proposées. C'est la démocratie, on dit, le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Le président des États-Unis, on vante les États-Unis d'Amérique qui sont vantés être la plus grande démocratie au monde. Le président des États-Unis est voté au suffrage universel indirect. Donc, on vote des gens, des grands électeurs, et ce sont ces gens qui élisent le président. C'est-à-dire, avec tout ce que nous connaissons comme possibilité de corruption, on sait très bien qu'à ce moment-là, on contrôle, on oriente les votes. Mais on devrait donc arriver à une démocratie électronique aujourd'hui où tout le peuple vote directement le dirigeant, vote directement les lois. Est-ce que vous voulez qu'on puisse construire une route ou construire un hôpital? Et le peuple décide. Est-ce que vous voulez qu'on fasse ceci? Et le peuple décide. Donc, on doit pouvoir faire évoluer la démocratie aujourd'hui grâce à, on va dire, aux nouveaux outils que nous avons de la science et de la technologie de l'information. Voilà. Pareil pour l'habitat. L'habitat aussi peut évoluer aujourd'hui. On a des tours qu'on a pu construire qui font 600 mètres, qui font 650 mètres, ainsi de suite. Donc, on peut aujourd'hui construire des immeubles qui peuvent faire 1 mètre, 1 kilomètre de côté comme 1 kilomètre de haut, donc des cubes, comme chez les Elohim. Et j'ai essayé de refaire un peu le calcul tout à l'heure. Une telle maison peut facilement abriter 1 à 2 ou 3 millions d'individus. Une seule maison. Et à ce moment-là, on libère la pression sur la ville. Et donc, toute la ville, une ville d'1 million, 2 millions d'habitants, serait concentrée dans une seule maison, 1 kilomètre de côté, 1 kilomètre de haut, et les circulations à l'intérieur des maisons se feraient par des ascenseurs, se feraient par des tapis roulants, comme on voit dans les aéroports et tout ça. Et donc, du coup, ça enlève l'obligation à chacun d'acheter des véhicules, acheter des bus pour le transport en commun et tout ça. Voilà. Et ça libère donc la nature, ça enlève la pression sur le couvert végétal. Alors, pareil pour l'éducation. Aujourd'hui, on a bien remarqué avec l'intelligence artificielle, on a bien remarqué que toutes les connaissances sont centralisées quelque part. Et donc, on n'a plus besoin que des gens puissent faire 20 ans hein, dans le système scolaire congolais, on va dire. On est dans 20, 21, 22 ans, on va dire de la maternelle jusqu'au doctorat. Ça fait trop d'années inutiles. Donc, toutes ces connaissances aujourd'hui sont synthétisées, sont stockées dans des serveurs, dans des ordinateurs, et donc qui pourraient être mises à disposition gratuitement de tout le monde. Et donc, l'enseignement, l'éducation devrait être orientée vers le développement de la capacité de création des liens, les liens sociaux, les liens entre les objets. Hein, l'intelligence, c'est ça, intelligère. Donc, relier des choses entre elles. Donc, le système éducatif actuel où on nous apprend, on va dire, peut-être 80% des choses qui ne nous servent pas dans notre vie professionnelle, devrait être changé. Voilà. Donc, toutes ces révolutions sont possibles
aujourd'hui. Euh, mais ce qui nous manque juste, ça nous ramène un peu au premier pilier, hein. Ce qui nous manque juste, c'est prendre la décision de le faire. Et pour prendre cette décision, c'est l'amour qui doit guider les dirigeants de la planète. Supprimer, comme on avait tenté de dire la dernière fois, la notion de propriété pour arriver à une redistribution de toutes les richesses. Et à ce moment-là, on n'a plus besoin d'être en guerre contre un pays voisin, faire des dépenses militaires inutiles. La technologie doit être utilisée au service de l'humain. Et depuis quelques années, je crois que ça doit faire 10, 15, 20 ans, je ne sais pas combien d'années, mais l'UNESCO avait institué une journée, c'est le 10 novembre, donc la journée de la science au service de la paix et du développement. Et donc, ce sont des initiatives de ce genre, y compris donc les nôtres qui entrent dans le même cadre, de vulgarisation scientifique qui permettront à la plus grande partie de la population de savoir que la science que nous avons aujourd'hui, le progrès que nous avons atteint aujourd'hui, où on peut construire des hôpitaux. Pendant la COVID, la Chine a construit 2 hôpitaux de 1000 lits, 1600 lits en 10 jours. Donc, on a la possibilité de changer la planète en quelques jours si on prend la décision de transformer cette planète en un monde de bonheur et d'épanouissement pour tous. Donc, tout ce qui nous manque, nous, en fait, c'est l'amour pour faire ces choses-là. Mais le niveau scientifique que nous avons atteint peut nous permettre effectivement d'y atteindre, de transformer la planète en quelques années en tout cas. Voilà ce que je pouvais dire en introduction. J'ai été un peu long, mais bon, je pense que je me suis euh, Tout, d'une va- plante. tout, tout va bien, Augusta. C'est vraiment super. Tu as touché les différents volets qu'on va aborder pendant les 2 émissions sur le progrès. Hein, tu as posé les titres, je dirais, et c'est ça qui est extraordinaire. Hein, ben, tu es en train de démontrer qu'effectivement, il y a quelque chose qui est en train de bouger à une vitesse fulgurante, avec des capacités, des possibilités que la technologie nous offre, qu'on n'imaginait pas il y a 10, 15, 20 ans en arrière. C'est ça, c'est cette notion donc de rapidité du progrès qui arrive, cette singularité qui arrive, qui chamboule véritablement tous les esprits, hein, qui sont donc en place actuellement. Et pour ceux qui ne sont pas chamboulés, c'est qu'ils n'ont pas encore vraiment compris qu'il se passe quelque chose, ça c'est sûr. Ananta, de ton côté, comment tu vois ces choses-là aussi, côté, je ne vais pas dire médical, mais avec ton regard d'homme qui est dans la société, qui regarde cette technologie, qu'est-ce qui se passe à tes yeux? Euh, ça se passe bien. Ça se passe bien? Non, j'ai beaucoup apprécié Wukuza là, vers la fin, qui m'a quelque part, un petit peu comme à la télé, il m'a préparé peut-être la perche. Mais oui, déjà revenir au premier pilier, au pilier central du paradisme qui est l'amour. C'est clair que rien ne se fera si on ne part pas sur cette base-là. Après, le progrès, tu en as parlé d'ailleurs, Wukuza. Oui, puis je pense que ça s'accélère. En quelques années, on pourrait faire de la Terre un paradis si vraiment toutes les énergies étaient mises sur une base d'amour universel en direction de l'accélération des nouvelles technologies, de toutes les nouvelles techniques, du progrès. Ce que je peux remarquer, moi, dans ma vie de tous les jours, c'est qu'il y a, allez, un peu plus d'un an, bon, l'IA, l'intelligence artificielle, c'était pas quelque chose qui parlait au commun des mortels. Là, je sais pas si vous avez vu, mais il n'y a pas un seul magazine ou un seul journal. L'IA arrive, l'IA va changer notre vie. Et par contre, j'en ai parlé lors de la dernière émission, il y a toujours cette présentation, alors très politique, hein, très dans l'énergie du moment, où il faut faire peur avec. Et je pense que autant notre rôle de Raélien qui est démystificateur, eh bien notre rôle de Raélien paradiste, c'est d'être, alors je sais pas, je connais pas le mot en français, mais enlever la peur, des vaporisateurs, je sais pas comment, des vaporisateurs, parce que en fait, oui, quand on discute avec les gens, ah, alors ça m'intrigue, l'IA, j'ai commencé à comprendre ce que c'était, parce qu'il y a quelque temps, je voyais ce mot-là, mais je savais pas trop ce que c'était derrière. Mais ça fait peur. Et puis, en fait, j'ai regardé en retournant dans le passé, le premier IA dans un film de science-fiction, c'est Terminator. Je sais pas si vous vous souvenez, dans les années 90. Et donc, c'est l'IA qui a pris le contrôle de l'humanité, qui a détruit les humains, comme si les humains n'avaient pas besoin d'une IA pour se détruire tout seuls. Et donc, en ce moment, on baigne dans ça. Ça va vous faire perdre votre job. Ça peut être dangereux, elle peut prendre le contrôle de l'humanité. Alors il y a une phrase de quelqu'un que j'aime beaucoup qui dit
Bon, ben, à la bêtise humaine, je préfère l'intelligence artificielle. Mais c'est tout à fait ça. Donc, je pense que oui, dans notre rôle de paradiste, en tout cas, la vision du progrès, c'est de, 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 de faire rêver les gens, c'est-à-dire de contrebalancer cette énergie de peur qui est mise actuellement entre autres l'intelligence artificielle, hein, parmi tous les outils du progrès, et de leur dire, mais non, on va pouvoir créer un monde meilleur grâce à ces outils. Voilà la vision que j'ai un petit peu tous les jours et que, oui, dans des conversations comme ça, j'ai plutôt tendance à faire rêver. Les gens avec les futurs outils qui comme la forme bien dit Ukusa, c'est pour bientôt, hein. Jean-Pierre, tu te souviens, à une époque, on disait 7 ans, après on disait 5 à 7 ans. Quand je vois depuis un an l'accélération, les progrès qui se font en robotique, en intelligence artificielle, ça va à une vitesse, mais c'est étourdissant. Donc je pense que franchement, en 4 5 ans, on pourrait le faire. Voilà ce que je voulais rajouter. Oui, hein, les 5 années qui vont arriver vont être assez étonnantes. Hein. Les gens qui ne sont pas préparés à cela, c'est vrai que pour eux, ça va être quelque chose qui va les bousculer un petit peu. Est-ce que Maïlov est là? Je ne l'ai pas vu arriver. Euh, c'est loin, là, c'est loin le Québec. Hein. Bah, peut-être qu'on va réussir à l'avoir avec nous aujourd'hui. Oui, ben, on va poursuivre quand même. Donc, il y a un passage quelque part, un passage obligé qui est en train de se profiler là devant nous, devant tous les humains. Cette somme de progrès, on vient de parler des robots, des nanorobots, l'intelligence artificielle et autres. J'étais encore tout à l'heure en train de m'amuser avec ChatGPT pour sortir un texte que j'ai besoin pour mon action politique actuellement. Je lui ai posé 4 questions et en l'espace de 5 secondes, elle m'a donné la réponse à mes 4 questions. Hein, ce que tu disais, ou ça tout à l'heure. Moi, je pense beaucoup aux étudiants actuellement. Hein, tu parlais donc en fait de ce qui se passe 20 ans pratiquement d'école pour pouvoir faire un diplôme de docteur. Euh, là, en 4 secondes, on me donne un cours qu'un prof aurait mis 1 heure et demie à me donner. J'ai eu le temps de le lire, de le comprendre, de reposer 3 questions derrière pour voir si vraiment j'avais bien compris. Et j'avais ma leçon qui était rentrée dans ma tête, allait en 7 minutes. Hein, c'était extraordinaire. Et puis c'était gratuit et c'était à la portée de tout le monde. N'importe qui a besoin, en fait, effectivement, donc d'apprendre, de rechercher de l'information, et puis de l'information pointue. Il suffit de savoir. Alors, ah, si, ça nécessite quand même une chose importante, c'est savoir poser les bonnes questions. À partir du moment où on pose les bonnes questions, on a les bonnes réponses. Ça, c'est très clair. Bon, ça, c'est un exemple en fait de ce qui se passe avec l'intelligence artificielle, mais ça va bouger certainement énormément de choses. Je pense à tout ce qui est, tu l'as évoqué un petit peu, Ananta, le progrès qui arrive, qui chamboule les habitudes des gens, le travail. Tous les deux, vous avez parlé de la notion de bouleversement du travail. Parlez-moi un petit peu quand même, qu'est-ce que ça va apporter, toute cette technologie? J'ai annoncé un chiffre qui va foutre la trouille, qui fout la trouille. Hein, avant 8 ans, 85% de chômeurs, ça veut dire que quelque part, la société va devoir se réveiller et commencer à penser à un futur où il y aura 85% de chômeurs. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, comment on peut arriver à 85% de chômeurs? C'est pas possible, ça. Expliquez-moi comment ça peut, qu'est-ce qui peut arriver comme ça? Oui, oui, mais bon, la plupart des, comment on va dire ça? La plupart des métiers que nous faisons sont faciles à modéliser et peuvent donc être remplacés par des machines. Un journaliste qui fait le journal télévisé, vous comprenez, on a déjà des robots qui font ce travail-là. Les véhicules, on a beaucoup de taxis, on a beaucoup de camions, les gros camions, qui n'ont plus de chauffeurs, n'ont plus de conducteurs, tout est automatisé. Donc, aujourd'hui, nous sommes en train d'y aller, c'est juste la volonté qui reste. Sinon, on a les moyens aujourd'hui de remplacer tous les véhicules que nous avons par des voitures qui se conduisent de façon automatique. Donc, regardez la population des chauffeurs de taxi que nous avons, en tout cas en Afrique, hein, au Congo, chauffeurs de taxi, chauffeurs de bus et tout ça. C'est une grande population qui va se mettre à... Voilà.
faire des pièces d'état civil dans les mairies. Ça, c'est automatiquement dans une machine, on te sort imprimé. Donc, pratiquement tous les métiers, en fait, que nous connaissons vont, enfin, peuvent évoluer. S'il y a des. C'est pour ça qu'on revient toujours à la même chose, la décision politique. Si on prend la décision de tout changer, de tout informatiser, en fait, tout le monde part au chômage. Maintenant, la politique peut vouloir retarder pour dire, bon, on continue à maintenir les emplois. Ce n'est pas pas la bonne approche, en fait. Voilà. Au lieu de maintenir les emplois, il faut permettre aux gens d'aller euh, se consacrer à leur développement personnel, se consacrer à la spiritualité, se consacrer à la conscience, grâce aux revenus qui viendront de l'automatisation de leurs outils de travail. Parce que tout le problème est toujours là. Voilà, tout le problème est là. On a une entreprise, bon, je viens d'une ville sucrière, hein, je viens d'une ville sucrière, mais où on avait des milliers de personnes pour couper la canne à sucre, pour après amener à l'usine pour faire du sucre. Mais dès lors qu'on a acheté des machines pour la récolte, et en fait, une machine fait le travail de 100 ou 200 ouvriers. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, tout le problème, c'est que les 100 ou 200 ouvriers se retrouvent sans revenus. Et donc, on peut avoir des syndicalistes qui vont commencer voilà, à vociférer parce que, bon, voilà, ils n'ont plus. Mais si au contraire, les revenus, l'économie faite par la suppression de ces 200 postes à travers la machine peut permettre à ces personnes de continuer à bénéficier du salaire qu'ils avaient sans travailler. Ah, mais tout le monde applaudirait le gouvernement, vous comprenez? Donc, aujourd'hui, la technologie permet de supprimer pratiquement 85%, 90% de tous les métiers que nous connaissons. Que ce soit aller en banque, on a des services. Dans plus, enfin, en Afrique, on va encore dans des guichets pour se faire servir de l'argent pour faire un versement dans son compte. Mais dans d'autres pays, même pour le retrait ou pour le versement de l'argent, tu n'as pas besoin d'aller à l'intérieur de la banque. On a des distributeurs automatiques qui peuvent vous permettre de prendre de l'argent ou même de mettre de l'argent sur votre compte. Donc, tous les caissiers qui sont là, toutes les personnes qui sont là, ne servent à rien en fait. Donc, maintenant, déjà, on est en mesure de supprimer 80, 85, 90% des postes de travail. Tout le problème, c'est toutes ces personnes, si elles sont mises au chômage, mais le gouvernement tombe, vous comprenez? Le gouvernement tombe. Donc, il faut juste qu'on dise à ces personnes que vous aurez les mêmes conditions de vie, c'est-à-dire même salaire, même avantage, mais même si vous ne travaillez pas. Ah, là, tout le monde va applaudir. Et à ce moment-là, effectivement, on va arriver à une civilisation de plaisir. Puisque que je sois maçon ou pas, que j'aille faire mon travail de maçon ou de mécanicien ou de tout cela ou pas, j'aurai le même revenu à la fin du mois. Mais avec ce revenu, je n'ai plus à payer le transport, je n'ai plus. Donc, je me consacre vraiment à faire des choses de qualité parce qu'à ce moment-là, ça devient vraiment par plaisir, je le fais, ce n'est plus par nécessité vitale. Donc, le monde que nous sommes en train de promouvoir dans les messages, dans le paradisme, dans les sites internet, tout ça. Ce n'est pas un monde qui viendra dans 20 ans, 50 ans, 30 ans. Non. C'est vraiment juste une question de décision. On peut mettre ce monde-là en place dès maintenant. Oui, Voilà. c'est un choix politique, hein, c'est rien d'autre. Mais un choix politique, le choix politique, ça veut dire qu'il y a les politiciens, c'est vrai, mais il y a aussi le peuple qui est lui donc le moteur politique quand même. Et c'est lui qu'il va falloir convaincre et surtout, et là je t'appelle Ananta, et tu parlais de peur tout à l'heure, c'est là où il va falloir réussir à faire passer ce message. Comment tu vois ça pour faire passer ce message pour que la peur disparaisse? Alors, Jean-Pierre, je souriais parce que tu parlais de le paradis ou le paradisme, c'est 80% de chômeurs. Je crois qu'il y a quelques décennies, notre guide évêque bien-aimé qui coordonne le paradisme pour la planète, Jean-François, avait écrit un ouvrage, Le paradis, c'est 100% de chômeurs. Donc, on peut pousser le curseur jusqu'à 100%. Mais je vais partir sur le côté plus humain, ça va répondre, je pense, à ta question, Jean-Pierre. À l'heure actuelle, si on faisait un sondage allez, on prend 100 personnes dans la rue, euh, est-ce que le job que vous faites, vous l'aimez? Est-ce que vous l'avez choisi? Est-ce que vous le faites vraiment par passion, par amour?
combien de personnes vont nous répondre, bah non, il fallait que je gagne ma croûte, que je nourrisse ma famille, que je mette un toit sur leur tête. Et si on leur pose la deuxième question, mais qu'est-ce que vous aimeriez faire si demain vous avez 2 000 euros, alors bon, en francs CFA, je ne sais pas combien ça fait, mais on va dire 2 000 euros, qui tombent tous les mois sans avoir rien à faire. Alors les gens, certains vont dire, ah oui, mais alors l'oisiveté, c'est pas bon, on va plus se lever le matin. Et en fait, alors j'ai plus les chiffres, je sais que Fanny qui est là, elle nous écoute, les a peut-être, mais en fait, il y a eu un sondage par rapport à ça, et en fait, on s'aperçoit que, on le voit ne serait-ce qu'au niveau des personnes qui sont à la retraite, elles ne vont pas toutes au petit bistrot du coin boire un petit blanc et jouer aux cartes en attendant l'heure de rentrer manger. Ils sont des personnes qui sont énormément investies dans toutes les associations caritatives, alors par la France et l'Europe, la Banque alimentaire, Emmaüs, les Restos du Cœur. Et en fait, beaucoup de personnes disent, mais si moi j'avais de quoi pouvoir survenir à mes besoins, donc les fondamentaux, hein, toit sur sa tête, de quoi manger aujourd'hui, demain, dans les jours qui viennent, et de quoi s'habiller, moi, je m'investirais dans une association caritative pour aider. Et je pense que oui, c'est ça, je pense. De- alors après, rentrer dans les détails de comment nous arriverons à financer, là j'ai l'impression d'être un des hommes politiques français qu'on entend à plusieurs fois par minute à la radio et à la télé en ce moment, mais comment arrivera-t-on à financer? Il y a la richesse, alors là, on le verra aussi quand on parlera du partage, il y a les ressources nécessaires partout sur la planète, il y a la richesse. Après, faut-il encore le répartir de manière équitable pour tout le monde, mais c'est possible. Et à partir du moment où, Jean-Pierre, tu l'expliques tellement bien, si tu as envie après d'en parler, mais tu vas au supermarché, mais tout est à disposition parce que tout a été mis en place par un système robotique géré par une intelligence artificielle. Comme l'a dit fort justement Wakusa, je veux prendre un taxi pour me rendre en centre-ville. Bon, bah, j'ai une voiture automatique qui arrive, que j'ai commandée avec mon smartphone, et puis qui m'emmène là où je veux. Donc à partir de là, je n'ai plus à me soucier, à trimer, à aller me remuer les tripes sang et eau pour faire un trou dans le sol avec une machine qui me remue justement les tripes, ou faire des pas possible sur une machine, même pas ventilée. Non, là, je vais pouvoir me consacrer à ce à quoi a été créé l'être humain, c'est ce qui nous est dit dans les messages par nos créateurs, les Elohim, c'est créer, s'épanouir, aider son prochain, aider à la progression de l'humanité, les arts, la recherche spatiale, la recherche scientifique. Voilà, à partir du moment où on est débarrassé de ce fardeau de travailler, même pas pour vivre, c'est la plupart du temps, et c'est de pire en pire pour survivre, on va pouvoir vraiment faire avancer la société humaine à grands pas. Si tu me rappelles, je crois l'avoir déjà évoqué lors de la dernière émission, la représentante d'une grosse firme automobile française lors d'une réunion que nous avions et où on a parlé donc de ce futur. Et quand je lui disais, mais on va arriver avec la robotique à cette notion donc de chômage et autres qui est tout à fait naturelle, hein, l'état de la société naturelle, ça va être que les gens soient vraiment sortis de la gangue du travail. Hein, rappelons quand même que travail, ça vient du latin trepalium, instrument de torture. Donc sortir de la torture, donc du travail, et elle était atterrée, elle était effrayée en train de me dire, mais c'est pas possible la société. Il faut que les gens travaillent. Hein. On ne peut pas les mettre donc hors travail, sinon qu'est-ce qu'ils vont devenir? Hein. Et puis la société ne peut pas, la politique ne peut pas admettre ça. Ça, c'était. Et il ralentissait, Marilyn me rappelle, et il ralentissait exprès donc l'arrivée de la technologie dans certaines usines pour ne pas évacuer trop de monde. Voilà où on en est aujourd'hui. Hein, c'est ça, il y a un paradoxe qui est là. La technologie arrive, elle est capable de libérer les gens du travail, mais le système en place, lui, dit non, ça va à l'encontre de notre modèle de société. Donc on freine. Et c'est phénoménal. Tout à Et, fait, Jean, oui, vas-y. tout à fait, Jean-Pierre. C'est pour ça que je disais que ce genre d'émissions sont à multiplier, en fait, pour élever le niveau de conscience globale de l'humanité. Parce que notre société actuelle a été construite sur des axiomes, des principes qui sont aujourd'hui dépassés. Hein, tu mangeras la sueur de ton front. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des gens qui mangent sans sueur.
Ils ont fait des placements financiers et tout ça, et ils mangent du sang sueur, vous comprenez? Voilà. Donc, voilà. Tout à Hein, fait, tout à fait. placez, multipliez-vous et tout ça. Donc, tous ces vieux préceptes-là qui viennent des religions antiques ou moyenâgeuses doivent évoluer par rapport à la réalité imposée par le progrès scientifique et technologique. Donc, il faut sensibiliser les gens qu'aujourd'hui, l'argent est une création artificielle par certains humains qui voulaient contrôler toute la richesse. Mais je crois qu'il y a une étude qui a été faite récemment qui essaie de montrer que au-delà d'une certaine fortune, d'une certaine richesse, en fait, il n'y a aucun bonheur qui s'ajoute, quoi, sauf le bonheur de posséder ces choses-là. Voilà. Et j'ai l'habitude de dire, quand je vois les gens se battre un peu à côté pour avoir une nouvelle voiture, deux maisons, tout ça, je dis oui, mais bon, si je prends si je prends la distance entre moi qui ai une voiture, je dis n'importe quoi, moi qui ai une voiture, bon, pour me mettre dans le cadre français, je veux dire, j'ai par exemple une Citroën C5, pour se mettre dans le cadre français. J'ai une voiture, une Citroën C5, j'ai une habitation, une maison. Et celui à côté qui a trois voitures, trois Mercedes, BMW et tout ça. Et puis là, voilà, une villa, un immeuble. Bon, je prends la distance qui me sépare, enfin, qui nous sépare. Hein? Donc, moi, vu la vie de lui, on va dire, lui, il a trois voitures, moi, j'ai une seule. Donc, lui, il a plus. Bon, moi, j'ai une maison, trois chambres, quatre chambres, et puis lui, là, bon, une maison, étage L plus un. Donc, vu comme ça, il y a une certaine différence. Maintenant, je prends la distance entre nous deux et le sultan de Brunei. Le sultan de Brunei, le sultan de Brunei, son parc automobile a 7500 voitures, dont une Rolls-Royce en or. Tout est en or, c'est-à-dire y compris les jantes. Vous comprenez? Y compris les jantes sont en or. Sa maison a 1250 chambres. Avec, vous comprenez qu'en fait, donc, le bonheur n'est pas dans le fait d'accumuler des richesses. Nous, le prophète Maître Raël nous apprend plutôt à s'occuper de développer notre être. Ce n'est pas à avoir des choses, avoir accumulé des choses, parce que à, à, à mesure que tu auras des choses, à mesure que tu auras des choses, ça te prend déjà trop de temps pour contrôler tout ça, que ce soit des entreprises, que ce soit des biens. Il faut contrôler tout ça. Mais en même temps, il faut se protéger des autres qui sont pauvres autour, qui peuvent venir t'agresser pour te prendre des richesses. Et donc, c'est pour ça que le prophète dit, le paradisme va permettre à tout le monde d'être heureux. Les pauvres auront le minimum nécessaire pour vivre décemment. Ils auront une maison, ils auront la nourriture, ils auront des trucs. Ceux qui travaillent un peu plus, ils auront aussi un plus correspondant proportionnellement à ce qu'ils font en plus. Mais globalement, tout le monde sera heureux. Donc, il n'y a pas... Voilà, globalement, tout le monde sera heureux. Donc, nous avons plus intérêt à aller vers le paradisme qu'à maintenir l'égoïsme actuel qui fait qu'il y a des gens qui veulent accumuler, accumuler, accumuler pour acheter toute la planète. Ça ne sert à strictement à rien. Donc, aujourd'hui, faisons en sorte de sensibiliser les opinions sur toute la planète, que notre niveau de technologie aujourd'hui peut faire que tout le monde soit bien et qu'on ne travaille plus parce que le travail, comme on l'a dit, c'est une corvée, c'est une obligation, on n'est pas fait pour l'homme, n'est pas fait pour travailler. Donc, il faut sensibiliser juste les gens. Comme au départ, quand nous avons commencé à parler, Dieu n'existe pas, les oppositions étaient très frontales. Hein. Les oppositions étaient très frontales, mais bon, à Oui. mesure, voilà, à mesure que le temps passe et tout ça, comme j'ai dit, l'exploration spatiale, tout le monde aujourd'hui commence à prendre les avions et chaque fois on dit, ben voilà, on vous dit que Dieu habite au ciel. Mais là, nous sommes au ciel, ça fait 4 heures, nous sommes en dehors de on ne voit pas Dieu. Il est où? Ça encore, c'est le ciel de la Terre. Mais quand on va commencer à aller loin dans le système solaire, on se rendra compte que définitivement que Dieu n'existe pas. Et si Dieu n'existe pas, donc tout est entre les mains de l'homme. Et donc, faisons en sorte que l'homme soit mis en priorité pour que tout le monde soit heureux sur cette planète, la Terre, parce que c'est la seule que nous avons. Ok, super. Là, tu touches quelque chose du bout du doigt, la présence de l'humain dans cet univers.
Dans ma réflexion de raélien depuis bientôt 50 ans, j'en suis arrivé à comprendre, je pense que je ne me trompe pas, c'est que l'être humain a sa place dans cet univers. Il y a une chose qui est extraordinaire, c'est que les créateurs donc suivent, accompagnent effectivement le créé jusqu'à ce qu'il devienne adulte. S'il peut devenir adulte, c'est-à-dire s'il peut franchir le cap progression ou autodestruction, hein, s'il progresse, eh bien, il va partir à son tour vers les civilisations hautement évoluées de l'espace pour quelque chose. On fait quelque chose. Et il y a une indication que les Elohim ont donnée dans les messages qui, moi, m'a turlupité pendant quelques semaines, et puis j'ai trouvé la solution, je pense. Ils disent on est capable de bouger des systèmes solaires entiers, scientifiquement, technologiquement. Je ne sais pas si vous voyez le poids de ce que c'est. Technologiquement, scientifiquement, ils sont capables de bouger des systèmes solaires entiers, c'est-à-dire de les glisser à un endroit pour les mettre dans un autre, comme s'ils étaient un système immunitaire de l'univers de l'infiniment grand. C'est comme s'il y avait une maladie qui était en train de se mettre quelque part, ils le constatent et ils prennent le système solaire qui s'est déplacé, qui a foutu un déséquilibre, et ils viennent le remettre en place. Dans notre organisme du vivant, on a des systèmes immunitaires comme ça qui font bouger des pièces qui sont en train de mal fonctionner dans notre organisme. Hein, ces systèmes immunitaires, c'est peut-être des humanités quelque part qui sont capables de faire bouger des galaxies et autres. Mais nous, humains, à mon avis, on a une place comme celle-ci dans cet univers. Le progrès va nous amener à comprendre que nous sommes quelque part qui n'est pas venu par hasard et puis qui va partir bêtement. Non, on a notre place dans cet univers. Et ça, c'est un deal extraordinaire parce que ça donne un horizon fantastique quant à notre présence, notre utilité, notre raison d'être. Hein, c'est ça qui est extraordinaire. On n'est pas, comme tu le disais tout de suite, à se battre pour accumuler dans un portefeuille de l'argent, de l'argent, de l'argent. On a autre chose à faire. Le progrès est là pour nous amener à un niveau de conscience nettement supérieur qui va nous faire passer la porte donc du cercle des civilisations hautement évoluées de l'espace. C'est la science et le progrès qui va nous permettre ça. Mais si on ne joue pas cette carte-là, si on ne favorise pas le développement technologique et scientifique dans les bonnes conditions, c'est-à-dire humanitaires, humanistes, on va s'autodétruire, on disparaîtra à tout jamais, on n'aura aucun souvenir de nous, alors que là, on sera véritablement dans notre raison d'être. C'est ça qui est extraordinaire. Les Elohim disent qu'aujourd'hui, ils sont les gardiens de la paix et de l'amour. Hein, c'est pas aussi bien dans l'infiniment grand que dans l'infiniment petit. Ça veut dire que c'est leur place aujourd'hui et ils nous disent un jour, vous nous remplacerez. Ça, c'est très fort. Ils se nomment aujourd'hui, ils se disent, ils se positionnent à nos yeux. Nous sommes, disent-ils, les gardiens de la paix et de l'amour à ce niveau de l'infini, hein, et de l'harmonie. Donc, on a un avenir extraordinaire devant nous, mais à condition qu'avec ce progrès, cette science, on le tourne véritablement vers cet objectif. Qu'en pensez-vous? Oui, mais enfin, pour ne pas te couper, hein, mais bon, tu te souviens qu'il y avait un message des Elohim qui était venu il y a quelques années où on disait les recherches scientifiques que nous faisons au niveau de l'infiniment petit, au niveau des atomes et tout ça, on était en train de faire, nous les hommes de la Terre, on faisait des recherches scientifiques qui venaient perturber en fait euh, Les les collisionneurs, univers infiniment petits. Voilà, c'est ça. avec les La vie collisionneurs, oui. petit, c'est ça. Donc, il fallait stopper de faire ce genre de recherche parce qu'on venait détruire la vie sur ces entités infiniment petites. Et donc, c'est effectivement les Elohim sont là pour nous aider à rester dans l'harmonie de l'univers et que nous puissions faire évoluer donc notre conscience pour se hisser au niveau des hautes civilisations de l'univers, les civilisations les plus avancées de l'univers. Et donc, si aujourd'hui, on en est encore à cacher la nourriture, à s'accaparer de toute la nourriture, toute l'énergie pour que les autres restent dans la faim, restent dans la misère et tout ça, mais ce n'est pas une mentalité des gens qui peuvent rencontrer des civilisations qui viennent d'autres planètes. Voilà. Donc, c'est pour ça que je disais que tout ça, ça nous ramène toujours à l'amour. C'est le niveau d'amour qui doit évoluer sur la Terre pour nous permettre. Tout à fait, tout à fait. Peut-être aussi
ce qu'expliquait Okuza. Euh, Quand on est encore dans l'accumulation de biens pour avoir plus que le voisin, plus que le pays voisin, puis lui piquer ce qu'il a pour avoir encore plus, eh ben, le risque, c'est de déclencher des guerres et on voit où on en est en ce moment. Le paradisme est le garant d'une paix mondiale déjà dans un premier temps. Et effectivement, à partir du moment où la paix sera planétaire, à ce moment-là, on pourra tourner les yeux vers le ciel en se disant, ça serait sympa qu'on aille voir les copains là-haut dans les étoiles. Parce que quand on n'est pas capable non plus d'accepter une couleur de peau différente, ah, ou cousin, tu es noir, une religion différente, une orientation sexuelle différente, comment peut-on imaginer aller rencontrer des copains dans les étoiles, sachant qu'à mon avis, ça doit être pire que sur la planète Terre dans les différences. Voilà, donc la première étape, et le paradisme va être aussi un des moteurs principaux de, de la paix planétaire. Et on est obligé d'en passer par là. De toute manière, on n'a pas le choix. J'aime bien Jean-Pierre dans un de tes tracts avec les deux flèches, là, la bifurcation. Ah ben, il y en a une, c'est l'autodestruction, et l'autre, ben, c'est effectivement aller rejoindre les copains des étoiles. Il n'y a pas à se tortiller hein, bon, comme on dit, Mm. il n'y a que ce choix-là qui s'offre. Donc, à nous de Alors, faire le bon choix. oui, alors là, justement, il y a des choses qui vont nous aider aussi à vivre mieux. Il y a toute cette technologie dont on a parlé là qui arrive, ces sciences et technologies. Euh, je vais vous mettre devant comment dire, un paysage, et puis à vous ensuite de décortiquer pour nos internautes. Mais la science aujourd'hui va nous amener à quelque chose de fabuleux. On est capable aujourd'hui de rassembler des atomes les uns au bout des autres et puis de fabriquer de la matière. On est capable de faire ça aujourd'hui. La C'est-à-dire que, nanotechnologie, pardon? la nanotechnologie permet de faire. Avec les nanotechnologies, on est capable de faire ça. Ça veut dire, est-ce que ça ne veut pas dire quelque part qu'un jour, on va dire aux agriculteurs, mais il va falloir transformer votre métier, aux éleveurs, on va transformer votre métier, et puis il y a plein de gens qui sont donc des fabricants de la nourriture, des fabricants du vestimentaire, des fabricants de ceci et ça, leur dire, il va falloir maintenant apprendre aux gens, faire des programmes spécifiques pour leurs nanorobots, de manière à ce qu'eux-mêmes, de leur comment dire, nano-fabricants qui posent sur leur paillasse de cuisine, ils vont faire leur nourriture d'eux-mêmes. Il y aura une espèce de tuyau qui va aller dans le sol, des comment dire, nanorobots qui vont aller chercher de la matière dans le sol, la remonter à des nano-assembleurs qui, sur un programme, va nous fabriquer un steak comme jamais on en a mangé de meilleur et qui ne sera pas avec de la pénicilline, qui ne sera pas avec des tas d'engrais et des tas de choses comme ça, et qui n'aura pas fait souffrir des animaux et qui en fait aura changé la vie donc d'un agriculteur et d'un éleveur. Tout va être comme ça. La nanotechnologie, les nanobiologies et tout cela vont être capables, est-ce que je me trompe, de fabriquer ce dont nous avons besoin chez soi. Oui, mais c'est pour ça que tout à l'heure, quand Anand a parlé, on disait qu'aujourd'hui, on peut supprimer déjà 80-85% des postes. Hein. Et bon, lui disait, non, mais le paradigme, c'est 100%. Ouais, effectivement, on est bien dans ce processus-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, déjà, on peut remplacer, comme la main-d'œuvre agricole, on peut remplacer peut-être à 1%. Comme j'ai dit, tous les gens qui travaillent dans des fermes, qui font l'agriculture et tout ça, et pour planter et pour récolter tout ça, ça peut se faire par des machines. Aujourd'hui, ce sont des machines en partie encore conduites par des humains. Mais ces machines agricoles peuvent être aussi sans conducteur. Et donc là, on ferait quand même l'agriculture, mais avec très peu de personnes, peut-être 2, 3, 4, 5 personnes pour superviser. Mais on n'a plus besoin d'avoir une centaine d'ouvriers ou un millier d'ouvriers pour planter. Ça, c'est un premier cas. Ça, c'est faisable en fait dès maintenant. Mais demain, on aura Attends, peut-être juste un petit moment. Si vous des voulez bien micros. fermer vos micros, monsieur, dame, les internautes, parce que je vais les fermer, sinon on entend les discussions privées. Donc, fermez vos micros, vous serez gentil de laisser passer l'invité pour qu'il nous explique tout cela. Merci. Voilà. Donc, ce que je disais, c'est que maintenant déjà, une plantation agricole, ça peut être pour le riz, pour la canne à sucre, pour l'arachide et tout ça.
on a besoin souvent des milliers d'ouvriers pour s'aimer, pour récolter, pour faire l'entretien, tout ça. Et ces milliers d'ouvriers peuvent être remplacés par quelques machines. En tout cas, une centaine de machines peuvent remplacer 1000, 2000, 3000 ouvriers. Et ces centaines de machines, bon, il y aura aujourd'hui encore des conducteurs. Mais très rapidement, je pense qu'on peut avoir à fabriquer des machines agricoles sans conducteurs. Et donc, ça veut dire que toute une exploitation agricole pourrait être tenue par 2, 3, 4, 5 personnes. Et demain, on pourrait arriver plutôt, au lieu de faire encore l'agriculture, mais grâce à le développement de la nanotechnologie, donc de la technologie au niveau de nanomètres, donc des particules beaucoup plus petites, milliardièmes de mètres, 10 puissance moins 9. Donc demain, avec le développement de la nanotechnologie, on pourra arriver à assembler des choses qu'on veut, tout ce qu'on veut. Donc même la nourriture, on va l'assembler un peu atome par atome, molécule par molécule. Et aujourd'hui, déjà, on a beaucoup de, comment on va dire ça, beaucoup de recyclages qui sont intéressants, hein. Tout dernièrement, en Belgique, je pense, on parlait d'une start-up qui arrive à recycler les urines des humains pour en faire la bière, pour en refaire la bière. Voilà. Donc, Ah, ça, c'est excellent, ça. ah, ben voilà. Et il y a beaucoup de découvertes comme ça, des gens qui prennent de l'air, hein, de l'air qu'on vient condenser pour en faire de l'eau potable. Donc, on n'a plus besoin d'aller prendre l'eau dans la rivière et tout ça. Donc, tout, tout ce progrès scientifique-là va nous permettre, comme on l'a dit, demain, de réduire en tout cas, beaucoup de métiers que nous pensons aujourd'hui être utiles ne serviront plus à rien parce que les machines pourront faire ce travail-là pour le bien des humains. Donc, aujourd'hui, déjà, on peut atteindre le paradigme en supprimant tous les postes grâce au progrès scientifique actuel. On peut arriver à supprimer 80-85% des postes. Mais dans 4, 5, 6 ans, on peut supprimer tous les postes grâce au progrès scientifique et technologique parce que la science avance très vite. Euh, il faut bien comprendre que chaque fois que les outils de, les outils de travail s'améliorent, la vitesse des ordinateurs s'améliore, mais ça améliore aussi le reste de la science. C'est-à-dire que, un cas simple, quand je fais des calculs, hein, j'ai plusieurs factures, plusieurs trucs, je fais les calculs. Bon, 520 plus 340 plus 200, plus, bon, quand je calcule, et vers la fin, je me rends compte qu'il y a un chiffre qui est faux. Au lieu de 340, en fait, c'était 304. En fait, il faut que je reprenne et tout. Vous voyez le temps que ça prend. Or, aujourd'hui, rien sur Excel, par exemple, je viens modifier juste à l'endroit. Dès que je clique, la formule, tout est modifié. Et donc, ça permet aujourd'hui, quel que soit le domaine d'action du scientifique, le domaine de travail du scientifique, son travail se trouve amélioré grâce à la vitesse des ordinateurs, grâce à la vitesse de communication. Et c'est pour cela que très rapidement, en fait, on va arriver à comment on dit ça, on va arriver à un niveau de science qui nous permet de régler tous ces problèmes-là parce que les outils sont beaucoup plus performants. Et ça va changer en fait tout le comportement humain également dans la société. Ce qu'a évoqué tout à l'heure Ananta, c'est que les gens, comme les retraités, eux, vont faire des choses qui leur plaisent et qui leur font du bien. Et là, il ne faudra pas attendre d'être retraité pour faire ça. Dès le plus jeune âge, dès le plus jeune âge, on sera en mesure de pouvoir faire déjà tout ce que, comme le disait encore Ananta, l'être humain, il est fait pour créer, penser, s'épanouir, aider, comprendre les autres et les aimer. C'est ça. C'est le propre de ce qu'on peut appeler humanité. L'humanité, ce sont des individus qui sont rassemblés, qui savent penser, créer, s'épanouir, comprendre, écouter, aider, aimer. Ça, c'est le haut niveau avec un H majuscule de humanité. Les humanités qu'on va rencontrer dans l'espace, les humanités qu'on va rencontrer dans l'espace, ce sont des humanités qui ont fait le même parcours initiatique que nous. Ce sont des gens qui ont démarré comme ils ont été déposés sur une planète sortie d'un laboratoire, parce que si la vie existe humaine, elle a été créée par des gens qui étaient là, et cela à l'infini, ça c'est une autre histoire, on en reparlera plus tard, mais le créé devient à son tour créateur, hein, et il apporte en fait toute sa connaissance, sa science qu'il va développer au fil de son parcours initiatique pour arriver à la croisée des chemins, comme tu le disais tout à l'heure, Ananta, avec ces deux chemins, progression ou autodestruction. Et aujourd'hui, nous avons une chance fantastique, nous, cette génération, on est juste au carrefour.
On est juste au carrefour. C'est pas mon père et mon grand-père qui étaient à ce carrefour-là, c'est nous. Nous sommes devant le chemin avec des gens qui ont toute la science pour créer le paradis sur Terre et l'autre, toute la science pour le détruire. Hein, faire en sorte que ça détruit. On n'a plus des arbalètes aujourd'hui, on n'a plus des pétoires pour se battre entre nous. On a des armes qui peuvent nous autodétruire tout de suite, en quelques secondes. Donc, on n'a pas du tout les mêmes outils et les mêmes perspectives avec ces outils. C'est ce que je disais en début de séance. Avec la technologie, la production, on change nos modes de société. Nous sommes arrivés à ce carrefour-là où on est en train soit de changer la société pour disparaître, ou soit pour rentrer dans l'ère des civilisations hautement évoluées de l'espace. C'est un choix, mais ça ne peut se faire qu'à une seule condition, c'est ce que tu évoquais tout à l'heure, vu que ça, s'il n'y a pas l'amour, il y avait dit, l'extraterrestre qui a rencontré Raël dit à Raël, vous avez toutes les technologies extraordinaires pour pouvoir faire un paradis sur Terre, il vous manque simplement un tout petit peu d'amour. L'heure passe, on avait dit 50 minutes, on l'a largement dépassé. On a une deuxième séquence qui sera donc pour la suite sociale, donc qui va être évoquée pour le paradisme, bien sûr, et surtout pour le progrès. Tout ce que le progrès, justement, va apporter quant à ce futur pour l'humanité, je dis bien là maintenant pour l'être humain, parce qu'il va y en avoir des choses qui vont être bouleversées à ce niveau-là. Ça sera donc l'objet donc, de la prochaine émission. Je vous remercie à toutes et à tous donc d'avoir parcouru avec nous ce programme, en espérant que la prochaine fois, ben, vous allez être là aussi, le dernier samedi du mois, ce sera le mois de juillet, donc dernier samedi du mois de juillet, soit vous serez en vacances, vous ouvrirez un petit peu l'Internet et puis vous viendrez avec nous, soit vous serez donc à travailler, ben, vous prendrez une petite pause et puis vous viendrez nous accompagner, hein, et on partira vers ce côté pratique, hein, de ce que la science, la technologie va nous apporter, parce qu'il y en a des belles choses qui vont arriver. Hein, quand je vous dis que cette science va nous dire un jour, il n'y aura plus besoin d'argent, fini l'argent, plus besoin. Il n'y aura plus de système politique tel qu'on les connaît, comme disait tout à l'heure, oui, tout ça. Non, fini, il y aura d'autres choses à mettre en place bien plus subtiles. Tout ça, c'est le progrès qui va l'amener. Donc, en avant pour le progrès. Et puis, ce que je vous invite à faire, c'est participer à ce progrès. Là où vous êtes, participez-y. Faites en sorte que ce progrès soit voulu, désiré, encouragé, mais guidé vers le bien-être et vers le bonheur. Voilà. Je vous laisse la conclusion à tous les deux, si vous voulez conclure la soirée, et puis au mois prochain, quoi. Ouais, tu viens finalement de bien le faire, Jean-Pierre. Je voulais laisser sur une note de grand espoir et de lumière à nos auditeurs qui en seraient déjà pas convaincus, pas encore convaincus, de ne pas avoir peur du progrès. Ça va prendre un petit peu de temps, mais bon, par rapport à de là où on arrive. Ça va secouer, c'est clair, le bateau va secouer parce qu'il y en a certains sur le bateau qui voudraient continuer à guider le bateau là où ils veulent. Mais dans tous les cas, ça va être beau, quoi. L'avenir va être beau, comme chantait notre prophète bien-aimé, ce sera beau, ce sera la terre. Donc voilà, de l'espoir, des étoiles plein les yeux, on est en bonne voie. Merci, Ananta. Oh, merci bien, Jean-Pierre. Bon, pas grand-chose à dire en termes de conclusion, hein. Sinon répéter, reprendre ce que j'avais dit au début, que voilà, nous, Raéliens, notre mission, c'est de démystifier les religions traditionnelles, mais c'est aussi de spiritualiser la science. Donc, on veut faire en sorte que la science serve au bonheur des populations. Donc, les progrès scientifiques que nous avons ne doivent pas nous aider à fabriquer beaucoup plus d'armes meurtrières, pouvoir destructeurs irréversibles, mais plutôt nous aider à transformer la planète en un paradis. Voilà, c'est ça la conclusion. Je vous aime et à la prochaine. Merci. Alors, on va terminer avec un petit jingle, Evangelos. Ce sera beau, ce sera la terre. Il n'y aura plus de militaires. Il n'y aura plus de désert. Il n'y aura plus jamais de guerre.
les gens de tous les pays, jaunes, noirs et blancs unis, en se tenant par la main, auront supprimé la faim. Ce sera beau, ce sera la terre. Il n'y aura plus de militaires, il n'y aura plus de désert.